Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Demain soir, le réveillon et dimanche, Noël. La grande histoire de Noël, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée. Dans vos rendez-vous d'infos, Europe Midi, Europe Soir également, pour tout savoir des origines d'une fête presque 2 fois millénaire et que les chrétiens n'ont pas totalement inventé. J'ai le plaisir de recevoir pour nous en parler Nadine Cretin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes anthropologue également, spécialiste des fêtes et des traditions occidentales, auteur de nombreux livres. En particulier, j'ai trouvé un joli petit recueil de lettres de Noël. Tout à fait. Écrit par de grands auteurs. Merci de venir partager vos connaissances avec les auditeurs d'Europe 1. Nadine Cretin, c'est ça aussi l'esprit de Noël, le partage. Première question un petit peu bête, mais Noël. D'abord, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est le Noël, la Noël. Et d'où vient ce mot de Noël? Alors déjà, masculin ou féminin, ça dépend des régions. Il y a des régions où on dit la Noël, effectivement. Mais et souvent, on le met au masculin. Alors, c'est un mot, en fait, qui semble venir de nativitas, du latin, qui veut dire nativité. Donc, qui est vraiment en relation, effectivement, avec la naissance du Christ. Mais c'est un mot qui est apparu assez tard, au XIIe siècle. Ah oui. Entre autres, oui, dans la vie de Saint Brandan, c'est marqué que les marins se retrouvent al Nael Deu, ça veut dire à la naissance du Christ, à la naissance de Dieu. Voilà. Et donc, par contre, on a donné aussi comme autre étymologie nouvelle, parce que dans certaines régions, en Franche-Comté par exemple, on dit Novelle. Et donc, pour cette raison, là, on a dit que ça pouvait venir de bonnes nouvelles. Mais enfin, c'est plus probablement naissance. Alors, les origines de Noël, de quand date Noël? En tout cas, la fête du 25 décembre. C'est très intéressant de se plonger dans cette histoire-là, parce qu'il y a ceux qui vous affirment avec grande conviction que ça vient des Romains, d'autres qui vous disent « mais non, pas du tout, les origines sont nordiques ». Alors, vous, Nadine Cretin, oui. Qu'est-ce que vous savez des origines de Noël? Alors, il y a un syncrétisme très, très particulier, oui. Effectivement, de beaucoup de traditions qui se sont ajoutées les unes aux autres. Alors, pour les chrétiens, Noël est avant tout la naissance du Christ, donc le mystère de l'incarnation, voilà. Là, vraiment pour les chrétiens, c'est ça d'abord. Mais c'est documenté sur le plan historiographique, la naissance de Jésus-Christ, elle a eu lieu donc dans cette nuit du 24 au 25 décembre. Parce que je vous pose cette question parce que j'ai lu aussi que finalement c'est un décret, quelque chose de très juridique. Oui. Un empereur romain qui aurait fixé cette date du 25 décembre pour que ça coïncide avec la fête de Sol Invictus, qui était une fête romaine. Alors effectivement, la première mention qu'on ait de la naissance de l'enfant Jésus, et elle date de 354. C'était dans un calendrier, un agenda de luxe, si on veut, qui était fait pour un riche romain qui s'appelait Valentin. Et il marque au 8e jour des calendes de janvier, ce qui correspond au 25 décembre, que c'est en fait la naissance du Christ à Bethléem. Voilà. Et puis, en fait, c'est une convention. On n'a aucune certitude de la date précise, de la date de naissance de Jésus. Exactement, c'est tout à fait arbitraire. Il y a eu plusieurs dates qui ont été avancées, des dates plutôt printanières. Parce que l'évangile de Saint-Luc dit bien qu'il y avait les bergers dans les champs. Ah, donc on se trompe de plusieurs semaines, voire mois. Oui, alors voilà, c'est pour cette raison, il y a eu plusieurs dates avancées, mais celle qui est du 25 décembre qui a été retenue, c'est parce que, entre autres, ce sont les célébrations du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, et donc c'était un moment qui était très bien choisi pour le Christ, puisque c'est la lumière du monde, donc c'était une renaissance de la lumière d'une certaine façon. Alors on sait que l'Église aussi, pour s'implanter plus aisément dans les territoires nouvellement conquis, christianisait un certain nombre de croyances et de fêtes païennes. Est-ce que ça s'applique à Noël? En partie, parce qu'au moment de Noël, par exemple, il y a des grands repas. Noël, c'est avant tout une fête de la générosité, effectivement. Donc, on retrouve certains aspects, par exemple, dans les Saturnales, qui étaient très beaux, très nobles. Donc, c'est cette grande fête romaine qu'on fêtait, alors je crois que c'était entre le 17 et le 23 ou le 25 décembre. Oui, c'est ça. Selon les auteurs, ça peut même durer qu'une seule journée ou 5 jours. Enfin, ça dépend. Et puis, alors, ces grands repas, les maîtres invitaient leurs esclaves à table. Donc, il y avait déjà cette idée de partage, de générosité, d'abolition des conditions sociales un peu. Oui, on revivait un âge d'or où tous étaient égaux.
Et donc, c'est une belle habitude. Et le repas de Noël, c'est vraiment ça, en fait, c'est la convivialité. Alors, passons à l'arbre de Noël. Pourquoi un sapin? Pourquoi un arbre décoré, Nadine Cretin? Ça fait beaucoup de questions en une. Mais... Non, oui, mais c'est très intéressant parce que effectivement, Tertullien, donc c'était un apologiste chrétien qui défendait évidemment la foi chrétienne au 2e et 3e siècle, au début de notre ère. Donc avant même qu'on fixe la date de Noël, puisque vous nous avez dit que c'était quoi? C'était 4e siècle en fait à peu près. Oui, c'est ça. Au moment de la christianisation de l'Empire romain. Et alors lui, donc, il reprochait, avant cela, il reprochait aux chrétiens, il était en Afrique du Nord, mais elle était romanisée à l'époque, et il reprochait aux chrétiens de mettre de la verdure déjà à leurs portes et de multiplier les chandelles. Et pourquoi leur reprochait-il ça? Parce que il disait, vous agissez comme les païens, justement, donc on sait qu'au moment des Saturnales, justement, il y avait déjà une décoration, et c'est pas trop étonnant quand vous réfléchissez dans l'hémisphère nord où les arbres sont dépouillés de leur verdure, finalement, c'est un symbole d'espoir qu'on est heureux de trouver dans sa maison. Alors, le sapin, lui, est apparu beaucoup plus tard. On a quelques mentions isolées, 14e, 15e siècle en Allemagne, mais c'était dans des bâtiments qui étaient collectifs, des maisons de corporation, des hôpitaux, enfin voilà. Et puis, on en trouve, alors après, une mention intéressante en 1521 à Sélestat, en Alsace, et où justement on payait les gardes forestiers pour surveiller la coupe des mets, pour empêcher les coupes sauvages, si vous voulez, des mets, c'est des arbres toujours verts, et puis parce que justement les gens voulaient un petit arbre pour mettre à la maison. Donc le sapin, on peut dire, ça c'est quoi? Ça a 500 ans comme tradition finalement, c'est assez récent à peu près. Mais même nous en France, c'est arrivé beaucoup plus tard, parce que c'était un concurrent qui était très agressif de la crèche. Oui, et donc... je situe l'Alsace en France au XVIe siècle, alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais c'est pas grave de toute façon. Enfin, c'est vraiment c'est un symbole en tout cas auquel les Alsaciens, les Allemands sont très très attachés. Pendant près de 12 à 13 siècles, si je vous ai bien suivi, Nadine Cretin, on célèbre Noël sans sapin. Il n'y a pas de sapin. Oui, c'est surtout au XXe siècle que ça s'est répandu. Oui. Et c'est toujours, donc je disais, un symbole d'espoir pour l'année qui va revenir. C'est comme ce réveillon où on mange beaucoup, c'est un symbole d'espoir. L'abondance promet l'abondance, si vous voulez. Donc c'est toujours la même idée. Alors que penser aussi de ceux qui nous disent, j'ai lu ça à plusieurs endroits, que l'arbre de Noël serait une référence à l'arbre-monde Yggdrasil de la mythologie nordique. Alors ça va assez loin parce que cet arbre-monde, les racines, prend racine dans l'obscurité, son plateau, voilà, c'est le domaine des humains. Et le branchage serait le domaine des dieux. Et lors des célébrations de Yule, que fêtait, donc c'est les fêtes de Noël, au Danemark, on appelle le Père Noël le Juleman, par exemple. Oui, ou Jultomte en Suède. Et bien voilà, ce soleil qui descendrait par les branches, on le retrouverait la symbolique, par exemple, dans le Père Noël qui descendrait par la cheminée. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de ces influences nordiques? Vous avez l'air sceptique. Ah oui, complètement. Oui, je suis sceptique, parce que déjà, Yggdrasil, c'est l'arbre de vie, si vous voulez. Donc, le sapin qu'on met dans la maison, c'est beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre. C'est le symbole de la verdure, et c'est un arbre qui est coupé. Mais je veux dire, on coupe les bouquets de fleurs, sont des fleurs souvent qui sont coupées aussi, enfin, pour lesquelles on ne va pas avoir d'état d'âme. Et non, Yggdrasil, pour ça, je crois qu'effectivement, c'est quand même un petit peu loin. Je ne chasse pas complètement, mais enfin, parce qu'il y a eu des coutumes nordiques qui sont habituelles. Et puis, les Suédois, par exemple, mettaient un sapin devant chez eux, orné de rubans, quand ils finissaient les travaux agricoles. Ah oui, tiens, les décorations, je ne vous ai pas demandé. Pourquoi est-ce qu'on orne nos sapins de guirlandes et de boules, de guirlandes lumineuses, etc. Guirlandes lumineuses, c'est surtout pour remplacer les bougies qu'on mettait autrefois, si vous voulez, on en mettait dans l'arbre. On disait qu'il fallait mettre 12 bougies comme 12 mois de l'année. Donc, vous voyez toujours ce symbole de l'année qui revient. Et puis, on mettait des boules qui, elles, à partir des années 1850,
ça a été elles ont remplacé les pommes. Ah oui, c'était des pommes. Et toujours dans cet esprit de l'abondance promettant Exactement. l'abondance. Et on mettait des noix également, Oui. donc c'était toujours des symboles. Oui, puis des fruits qu'on pouvait conserver l'hiver, surtout, c'était ça, la pomme et les noix. Ouais. Si, oui, Voilà. exactement. Ouais. Oui, oui. Alors venons-en à aussi la grande figure centrale de Noël, le Père Noël. Alors Saint-Nicolas ou Coca-Cola? Alors, moi je Attendez, préfère... ou même mieux, j'ai trouvé tort. J'ai toujours pour ceux qui défendent cette thèse Oui. d'un Noël aux racines nordiques. Oui. Alors là, je ne suis pas tout à fait, moi, je ne remonte pas tout à fait aux mêmes racines que vous, là, en l'occurrence. Ah, je vous prépare de ce que j'ai lu. Oui, hein, oui, mais- oui, vous avez raison. Mais, C'est vous on la le sachante, lit, hein, tout moi, à je- fait. Non, moi je pense que, vous savez, au carnaval, on connaît des personnages comme par exemple les Gilles de Binche, qui jettent des pommes, des oranges, des noix, enfin les Gilles de Binche en l'occurrence, ce sont des oranges. Mais Gilles de Binche. les Gilles qui sont à Binche, donc, mais ce sont des personnages qui sont à l'image de beaucoup de personnages dans les carnavals qui jettent comme ça de l'abondance. Et le carnaval, c'est un début d'année, c'est absolument. Donc, si vous voulez, c'est toujours ce même symbole de la prospérité. Oui. Et donc après, Saint-Nicolas s'est retrouvé assez naturellement, puisque c'est... Qu'on fête le 6 décembre, hein, Saint-Nicolas. Oui, c'est ça. Voilà. Lui, un peu plus tôt, on le fête le 6 décembre. Et il ouvre un peu ce cycle de fêtes dont Noël est en quelque sorte le point d'orgue, mais ça dure jusqu'à l'épiphanie, jusqu'à début Voilà. janvier en fait. Hein. Voilà, c'est ça, où on fait des gâteaux, on va manger des pains d'épices, etc. Enfin, c'est quand même très alimentaire. Et Saint-Nicolas est un évêque qui a réellement existé au 2e, 3e siècle. Je dis des bêtises, pardon, c'est au 3e, 4e siècle. Et lui, Saint-Nicolas, il a était seulement connu en Europe à partir du Moyen-Âge, parce que ses restes avaient été ramenés à Bari dans les Pouilles en 1087. Oui, il faut raconter la légende de Saint-Nicolas, parce qu'elle nous donne aussi la clé d'une autre figure, c'est l'anti-Père Noël, à savoir le Père Fouettard. C'est quoi l'histoire de Saint-Nicolas? Le Père Fouettard, justement, je parlais des beaux personnages des carnavals qui distribuent des fruits ou de l'abondance, si vous voulez, et ils étaient souvent accompagnés de personnages horribles, et autant les uns ont donné Saint-Nicolas, autant les autres ont donné plutôt le Père Fouettard, avec ses baguettes, mais en réalité c'était un personnage sombre, et surtout c'était un personnage qui évoquait l'au-delà, qui évoquait le monde d'où on vient et où on va. L'homme s'est toujours posé la question d'où venons-nous et où allons-nous. Alors, la légende de Saint-Nicolas, on n'a pas avoir le temps de la raconter, mais allez la lire, c'est une histoire absolument terrible, avec des enfants découpés, je n'en dis pas plus. Mais autrement, sur la figure du Père Noël, comment on en vient justement à Saint-Nicolas, de Saint-Nicolas à cette figure, barbe blanche, manteau rouge, la hotte, le traîneau tiré par les rennes. Il y a une mutation qui s'opère entre le saint chrétien et la figure, laïque du Père Noël. Oui. Alors, c'est surtout Saint-Nicolas, en fait, dans ses miracles, entre autres, avait sauvé des marins de la tempête. Donc, il est patron des marins, et les colons américains, à partir du XVIIe, était reconnaissant d'avoir traversé l'Atlantique, évidemment sain et sauf. Et donc, Saint-Nicolas est très implanté en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on l'appelle Santa Claus. Klaus en allemand, c'est Nicolas. Exactement. D'ailleurs, il existe une cathédrale Saint-Nicolas des Marins à Saint-Pétersbourg. Ah oui, très bien. Face à la rade. Oui, très bien. Voilà. Et donc Saint-Nicolas avait donné lieu à un petit poème qui a été écrit par un pasteur américain qui s'appelle Clement Clark Moore. Et il avait écrit en 1822 un petit poème pour ses enfants. Et il parle de Saint-Nic, N-I-C-K, et puis qui descend par la cheminée. Alors on entend les rennes qui piaffent sur le toit, et il descend par la cheminée. Il pose tous les codes du Père Noël d'aujourd'hui. Voilà, alors il est habillé, pas forcément de couleur rouge, puisque dans le poème il est couleur de suie. Mais la publicité va après le faire rouge. Voilà, ce conte s'appelle The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël, si vous voulez le retrouver. Voilà. Oui. Et c'est un petit personnage rondouillard, avec un bon gros ventre, des joues rebondies, un petit nez en forme de cerise, en tout cas, et des gestes facétieux. Et alors, et Coca-Cola, quel est le rapport avec Coca-Cola? Alors, comme je le disais, c'était un personnage qui avait été très pris dans la publicité, donc à partir du 19e.
Et puis Coca-Cola, à ce moment-là, a fait une campagne dans les années 1930 qui a été reprise encore après la guerre et dans cette campagne, justement, le Père Noël avait retrouvé sa taille normale et des habits rouges. Et il a choisi les habits rouges. Adam Sandblom, celui qui l'a dessiné, il aurait pu choisir aussi des habits verts ou bleus qu'on lui prêtait. C'était pour coller à la couleur de la marque. Voilà, c'est ça. Et surtout, il a fixé dans notre imaginaire la couleur rouge du Père Noël. Donc, il a eu du mérite. Et en plus, il a mondialisé le personnage, puisque c'est une boisson fraîche et c'était dans l'hémisphère sud qu'on en boit le plus. Merci. Oh, attendez, qu'est-ce que j'entends ? Qu'entends-je ? Mais c'est le Père Noël. Je crois qu'il passe au-dessus du studio d'Europe 1. Merci beaucoup Nadine Crottat d'être venue nous voir. C'était passionnant.